Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par OnePlus6, Smile Wanted et Prisma Media, avec pour partenaire média Redcard, partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, newsletter, le retour. La newsletter, outil incontournable des stratégies marketing au courant des années 2000, a peu à peu disparu au profit des réseaux sociaux et des feeds ou flux d'actualité. Souvent perçu comme un spam dont il était difficile de se désinscrire, la newsletter est aujourd'hui considérée comme une réelle valeur ajoutée auprès de ceux qui la reçoivent. À quoi devons-nous ce nouvel engouement pour la newsletter ? Quel objectif se cache derrière une newsletter ? Est-ce un phénomène de mode ou une véritable tendance ? Afin de le découvrir, nous demanderons à nos invités quel est le business model des newsletters et quelles opportunités offrent-elles aux annonceurs ? Quels sont les exemples de newsletters performantes ? Comment voient-ils, nos invités, la newsletter évoluer d'un point de vue business, mais également d'un point de vue serviciel ? Pour en discuter, Jérôme Delande de Prisma Media Solutions, Pierre-Louis Fontaine, consultant indépendant, Jean-Michel Lopez de Powerspace. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de The Programmatic Society. Bonjour Jérôme. Bonjour Michel. Bonjour Pierre-Louis. Bonjour Michel. Et bonjour Jean-Michel. Bonjour Michel. On est là pour parler newsletter et ma toute première question est la suivante. C'est quoi ce retour en grâce des newsletters ? Comment on explique ce retour à la faveur, j'allais dire, des stratégies marketing des newsletters de ton point de vue, Jérôme ? D'une part, avec le digital, il y a une multiplication des médias, une explosion de la chronologie. Donc les internautes, il y a tout, partout, tout le temps. Et par rapport à ça, ils ont l'impression de crouler sous les informations. Et puis, il y a deux points. C'est que d'une part, ils ont du mal à distinguer le vrai des fake news. Et d'autre part, à faire la distinction entre le superficiel et vraiment leur intérêt, l'essentiel. Et dans ce contexte de saturation, la newsletter, elle apparaît comme une solution vraiment adéquate. Parce que d'une part, elle renoue avec les grands rendez-vous des médias, donc telle la matinale radio, le 20h de la TV. Et elle bénéficie d'une sélection de la rédaction, de sélection aussi comportementale, suivant la façon dont ils l'ont consommé durant les précédentes newsletters. Et puis aussi, il y a la caution de la marque, et tout ça sur un support qui est fixe et qui favorise la lecture. Donc l'inscription étant gratuite, ils s'offrent un moment à eux, et je dirais que ça colle parfaitement au mode de vie actuel où on prône le slow life. Donc là aussi, pour moi, ça fait partie justement du renouveau et de l'intérêt de la newsletter. Pour l'éditeur, c'est un moyen de fournir un service supplémentaire, de créer un lien fort avec sa communauté et aussi de collecter des insights. Et en dernier lieu, je finirai pour les annonceurs. Il y a en ce moment les nouvelles règles de la CNIL, le cookie tiers chez Google. Donc tout ce qui va être ciblage publicitaire devient compliqué sur le display. Et la newsletter, par sa souscription, elle est consentement by design. Merci Jérôme, mais je pense que c'est un sacré résumé et assez complet, j'allais dire, sur la newsletter. Moi, je m'y suis retrouvé, puisque je suis moi-même, j'allais dire, lecteur de newsletters. Je dis même pas lecteur de journaux, je dis lecteur de newsletters. Donc, ça rejoint un peu ton constat. Cette notion de rendez-vous, de caution de la marque média, cette sélection qui est faite par les rédactions, puis ce lien fort. C'est vrai que tu parlais de matinale. Moi, à 18h, j'attends une certaine newsletter. Je ne vais pas faire de pub à l'antenne tout de suite, mais on en reparlera peut-être. Mais tout ça, effectivement, explique ce retour en grâce. Et puis, ça, c'est d'un point de vue, j'allais dire, serviciel et d'un point de vue du lecteur et du point de vue publicitaire. La fin des cookies tiers, ce ciblage de plus en plus compliqué dans l'environnement web,
offre, j'allais dire, un support qui, lui, est conforme à la réglementation CNIL notamment. Merci beaucoup, Jérôme. De ton point de vue, Jean-Michel, tu représentes une technologie PowerSpace qui est spécialisée dans les newsletters. Donc, je pense que tu es au premier chef pour nous expliquer ce retour en grâce des newsletters. Oui. Tout d'abord, je rejoins complètement ce que disait Jérôme. Il a fait un super résumé. Ce qu'on observe, les différents facteurs, c'est que la newsletter a toujours été présente dans la stratégie marketing des éditeurs. Il y avait un côté assez désuet quelque part pour les marketeurs de la newsletter avec l'émergence des réseaux sociaux qui ont commencé à être un grand vecteur de diffusion de l'information. Sauf que au gré des années et de changement des algorithmes, etc., il était de plus en plus difficile de maîtriser cette diffusion et cette communication auprès de ces différentes audiences. La newsletter, elle est revenue, pour reprendre tes termes, entre guillemets, un petit peu en grâce ces dernières années, parce qu'il y a clairement pour les éditeurs, en premier lieu, une maîtrise totale de ce média qui, au final, est très performant, qui est maîtrisé, qui permet d'aller beaucoup plus sur l'éditorial, qui est peu coûteux. Au final, et qui permet effectivement de toucher, c'est là que je rejoins complètement Jérôme, la fine fleur de son audience, les personnes les plus engagées d'une audience, d'une grande marque média. Et dans ce développement, et là je rejoins aussi du cookie-less, des consentements, etc., qui est un vrai sujet pour la récolte de data et de first-party data pour les éditeurs, il y a un élément très important. Les éditeurs ayant repris ce rythme-là, ce lien-là avec des abonnés newsletter, il y a le sujet monétisation naturellement, et PowerSpace est un des leaders là-dessus en France. Il y a une capacité de beaucoup plus forte à monétiser ces audiences, ce qui pousse en parallèle les éditeurs à travailler de plus en plus la qualité de leurs newsletters, à avoir des newsletters de plus en plus verticalisés, thématisés, et donc à élargir le spectre vers une audience qui est hyper engagée. Merci Jean-Michel. Je retiens cette notion aussi de contrôle de la part du diffuseur. Il n'a pas de contrainte ou de réglementation, je l'appelle la réglementation privée, qui pourrait chambouler. Quand je dis réglementation privée, je pense à Google, Apple, entre autres, sur les cookies, qui pourrait du jour au lendemain mettre en péril un business model. Il y a le contrôle du contenu, il y a le contrôle de à qui effectivement ce contenu est diffusé, et puis surtout c'est très peu coûteux, et Dieu sait que pour les médias, pouvoir diffuser de l'information au moindre coût, c'est extrêmement important. Et puis bien sûr, d'un point de vue publicitaire, une assurance de l'engagement des lecteurs autour du contenu, mais pourquoi pas aussi autour des contenus publicitaires qui pourraient y être intégrés. Ce qui m'amène à toi, Pierre-Louis, puisque tu travailles avec beaucoup d'annonceurs qui, sans doute aussi, aujourd'hui, se posent des questions sur une manière d'exploiter ce canal qu'est la newsletter dans leur stratégie marketing. Comment, toi, du point de vue des annonceurs, j'allais dire, tu analyses ce retour en grâce? Déjà, effectivement, il y a 3-4 ans, les newsletters, c'était délicieusement suranné, quoi, pour la faire courte. Aujourd'hui, ça remonte en force, mais ça remonte pas autant en force qu'on aimerait que ça remonte en force quelque part, parce que quand on achète, un annonceur n'achète pas d'emplacement publicitaire directement sur le fournisseur de newsletter, il passe par son agence média et voire par une régie qui agrège un maximum de choses, et on voit commencer à apparaître des lignes dans les plans médias où il y a marqué newsletter XYZ ou tel fournisseur d'emplacement dans les newsletters. Mais ça reste une petite ligne dans un plan média où il y a le gros paquet programmatique, ensuite il y a le gros paquet search, Donc la newsletter, certes, remonte, et elle remonte non pas par l'input des annonceurs, mais par l'input des fabricants et des créateurs de newsletters. Et c'est par le contenu que la newsletter revient en grâce chez l'annonceur, avec un frein ou un accélérateur, qui est l'agence avec laquelle on bosse. Parce qu'en fait, il y a une compétence à récupérer aussi côté agence, qui a, à cause de ce produit délicieusement suranné, qui est un peu perdu quelque part chez les intermédiaires. Et d'un point de vue annonceur, c'est ça qui manque.
Mais globalement, la newsletter a un intérêt majeur, puisque avec le flock de Google, le cookie-less, etc., l'intégration contextuelle, je ne vais pas la faire courte, mais si on devait résumer, on revient aux années 2000 où on arrivait à bien intégrer avec du bon contenu, quoi. Exactement, merci Pierre-Louis. Alors justement, on est tous d'accord sur ce fameux retour en grâce, on est tous d'accord sur l'engagement de l'audience, ce qui crée de l'appétence du côté des annonceurs et une montée en compétence, on l'espère, et tu viens de le dire Pierre-Louis, de la part des intermédiaires, notamment les agences. Mais la question quand même, c'est quoi le business model des newsletters pour les éditeurs, et puis surtout quand on est un éditeur ou quand on est une agence, comment on explique aux annonceurs que ça a un vrai intérêt pour eux. Donc Jérôme, c'est quoi le business model donc, de ces newsletters et comment on vend ça à un annonceur? C'est ça ma question. Je dirais déjà, on a la chance aussi d'avoir des interlocuteurs qui ont eu des expériences, on va dire, dans le marché de la performance. Et moi, je travaille beaucoup avec des annonceurs en direct parce que justement, ces gens sont passés par la performance et ils maîtrisent vraiment ça. Attends, alors justement, si tu parles du marché de la performance, ça veut dire qu'on a une typologie d'annonceurs sur les newsletters. C'est peut-être une question dans la question, et je pense notamment aux acteurs du shopping. J'ai plusieurs types de clients et justement, il y a ceux qui passent par des agences, mais j'ai aussi... Mon équipe travaille avec des annonceurs en direct et là, je vois bien que c'est vraiment des gens que j'ai croisés déjà des années auparavant dans le marché de la performance, qui vont être des directeurs e-commerce, des directeurs sur la génération de trafic, l'acquisition. Donc eux viennent nous chercher en direct et ne s'appuient pas sur l'agence. Mais après, il y a les agences médias aussi et ça, c'est vrai que on le voit depuis, on va dire, un an et demi, qui commencent à nous solliciter pour justement nous mettre en avant dans leur plan média. Et sur les business models, bon, nous on a un premier modèle qui est effectivement une newsletter offerte gratuitement, donc dans laquelle on diffuse de la publicité, parce qu'il faut rémunérer tout ce contenu, ce sont nos rédactions et puis toutes les équipes qui épaulent les rédactions pour mettre à disposition ce contenu auprès de nos abonnés newsletter. Je rappelle que tu travailles pour Prisma qui édite notamment Géo, Ça m'intéresse, Télé Femme Loisirs, Actuelle, Femme Voici, etc. Gala, premier éditeur français. Tout à fait. Et donc, on a 3 types d'offres. On a une première offre qui est hyper branding, 100% de visibilité, avec un habillage de la newsletter, et puis sous le bandeau header de logo de la marque, un grand format. On est les seuls sur le marché à proposer ce grand format. Ensuite, on a un deuxième format qui est le native advertising. Alors, on a mené une étude en fin d'année et c'est le format auprès de notre panel d'abonnés et c'est le format préféré de nos abonnés. Celui-ci, on le vend au clic. Et là, on parle d'engagement. On vend de l'engagement parce qu'on sait derrière que ces gens, on le voit déjà sur nos sites, ils vont consommer beaucoup plus de pages chez l'annonceur. Et je donnerai des chiffres après. Enfin, ils sont très engagés. Dès qu'ils cliquent, ils sont engagés avec la marque annonceur, autant que quand ils cliquent sur un de nos articles. Et puis le dernier modèle, c'est le modèle que moi j'appelle le chiffre d'affaires indirect. C'est-à-dire que tous les clics sur nos articles, en arrivant sur nos sites, effectivement, on génère du chiffre d'affaires grâce à la publicité programmatique ou gré à gré sur le site de la marque Prisma. Alors, je vais parler de 3 chiffres, parce que pour les annonceurs, je crois qu'il y a des choses, des informations à leur donner qui sont issues de cette étude qu'on a nommée « Vous avez un message ». Déjà, 75% des personnes interrogées remarquent les publicités présentes dans les newsletters. 73% veulent en savoir plus. Donc quand je parlais d'engagement, c'est là, la preuve, elle est là. Et surtout, là, on va faire un parallèle avec le print. C'est qu'on a 6 abonnés sur 10 qui forwardent très régulièrement à leur entourage les newsletters. Donc, le parallèle avec le print, je dirais qu'on peut cette fois-ci parler de taux de circulation. On peut parler de lecteurs primaires, de lecteurs secondaires, et tout ça, bien sûr, ce volume de personnes exposées à nouveau à la publicité, c'est du pur earn pour nos annonceurs. Quand je t'entends, j'ai envie
de dire qu'en fait, la newsletter, c'est l'avenir de la presse? Enfin, on ferme la parenthèse, on va pas y répondre, on peut faire une rédac de 4 heures là-dessus. Hein. Alors, moi, je sais pas, mais je vais finir. Il me reste un point. C'est que là, j'ai parlé du modèle gratuit. Et effectivement, nous, on se lance dans le payant. Et on a lancé cette année une newsletter sur Capital qui se nomme 21 millions et qui est dédiée à la crypto-monnaie. Mais on va en parler à la fin aussi sur le sujet qu'est-ce que va devenir, quel est le futur de la newsletter. Merci beaucoup Jérôme. Ce que je retiens, c'est cet engagement qui est dans la newsletter, mais également qui, comment dire, déteint, si je puis m'exprimer ainsi, sur l'engagement auprès des annonceurs qui figurent au sein de cette newsletter. Et ce n'est pas rien en termes de discours marketing auprès des annonceurs qui sont de plus en plus à la recherche d'engagement et non plus seulement d'affichage de leur image de marque. Jean-Michel, c'est quoi le business model des newsletters pour les éditeurs? Chez PowerSpace, je pense, comme je le disais tout à l'heure, que tu es au premier chef pour pouvoir y répondre. Et surtout, quel est l'avantage pour les annonceurs? Écoute, on a une vision, nous, assez globale, effectivement, en tant que plateforme de monétisation. Deux choses. PowerSpace fait partie d'un groupe qui s'appelle Welcoming Group, et je rejoins un des modèles que Jérôme expliquait, qui est la génération de trafic vers des sites web. Donc, cette notion d'extension d'audience que typiquement Welcoming apporte à des éditeurs et qui donc génèrent des audiences monétisées publicitairement parlant ou générant des abonnements numériques payants. Après, naturellement, PowerSpace, plateforme de publicité, les business models, si ça s'est développé et s'il y a un retour en grâce, c'est qu'il y a des outils technologiques qui sont apparus. Auparavant, et le côté suranné ou désuet dont on parlait tout à l'heure, c'est parce que la publicité, historiquement, sur les newsletters, et pour avoir été beaucoup dans des groupes de presse, je connais un petit peu le sujet, c'était de la publicité en dur qu'on mettait sur une newsletter. C'est souvent dans le cadre d'une opération spéciale, le sponsoring du newsletter. C'était un peu la cerise sur le gâteau. On plaçait la publicité, c'est la cerise sur le gâteau. Tout ça, c'était intégré dans une offre globale et super. Les outils publicitaires dédiés à la newsletter, parce qu'on a oublié de parler, la newsletter, c'est le canal email. Le canal email représente beaucoup de contraintes d'un point de vue publicitaire et d'un point de vue ad serving. Jusqu'à présent et jusqu'à le développement de technologies telles que PowerSpace et ou d'autres, il n'y avait pas de publicité en temps réel. Et c'est ce qui a boosté la monétisation publicitaire des newsletters et amener un vrai modèle économique, en tout cas d'un point de vue advertiser. Donc nous, ce qu'on a créé chez PowerSpace, c'est ce qui nous a permis de fédérer, d'agglomérer les audiences de plus de 400 newsletters. C'est 1,3 milliard d'impressions par mois. C'est justement la publicité en temps réel, le fait qu'on appelle la publicité au moment de l'ouverture du newsletter. Donc on parlait tout à l'heure de lecteurs engagés. Et l'intérêt pour les annonceurs que tu demandais, il est clairement là. Une audience qui ouvre une newsletter, donc qui déjà est abonnée à une newsletter, qui adore une marque média et qui veut recevoir les informations de cette même marque de manière quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, en fonction de la périodicité de ces mêmes newsletters, et donc très très engagés. Ces newsletters ont des gros taux d'ouverture et la publicité, elle est appelée en temps réel au moment de la lecture pure et dure. Et c'est ce qui a révolutionné en fait la monétisation. Donc nous, naturellement, on croit énormément à ça. Il y a la notion de format. On parlait de différents formats. Nous, chez PowerSpace, on est spécialisé sur l'InFeed, le native advertising. Le native advertising fait toujours parler de lui depuis, ça fait une petite dizaine d'années que ça existe. Et c'est un format qui prend de plus en plus de place et qui continue à croître malgré la crise, ce qui est dans les derniers chiffres de l'IAB l'année dernière, ce qui est sorti. Donc, parce que ce format-là aussi est très adapté. Je parlais des contraintes de l'email. Dans un email, on ne peut pas mettre de vidéo, on ne peut pas mettre plein de choses. C'est très éditorialisé. Et je reviens à la quintessence même des marques de presse. J'écris des articles au service pour mes audiences qui sont engagées. Et au niveau publicitaire, c'est pareil. Le native advertising permet une adaptation très profonde du message pour aller du branding à la brand perf jusqu'à la perf.
J'allais même dire, c'est peut-être même une contrainte heureuse, le fait qu'on ne puisse pas mettre de vidéos dans les newsletters. Je ferme la parenthèse. Certainement. Pierre-Louis, justement, alors, on a parlé du business model des newsletters. Quelles sont les opportunités que tu vois du point de vue des annonceurs? Alors, juste pour revenir sur le business model, l'obsession de l'annonceur, c'est soit le volume, soit la brand equity. Le volume ou l'affinité. Le problème des newsletters, la bonne nouvelle du jour maintenant, c'est que c'est techniquement traçable. Donc, une vente newsletter peut rentrer dans un système programmatique aussi, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle d'ailleurs, ou être vendue presque à l'unité ou au lecteur. Et donc, toute l'équation d'un point de vue business model, ça va être de dire, est-ce que je vends de l'ultra affinitaire, est-ce que je vends de la protection de la brand equity, et à ce moment-là, j'ai 15 257 individus auprès de qui je vais communiquer. Ou est-ce que je fais du gros volume et je balance ma pub comme je fais du display, je vais balancer 200 000 bannières sur 200 000 newsletters sans un contrôle réel du contenu qu'il y a autour. Donc on a un problème de brand equity. Voilà. Donc on va rentrer dans une logique de whitelisting. Ouais. On va rentrer dans une logique de programmatique whitelisté. Les agences vont si ce n'est pas déjà le cas pour certains, vont mettre les doigts dedans et vont intégrer ça dans une offre programmatique classique. C'est là où moi je trouve qu'il y a un danger par rapport au modèle économique qui est en train de se déployer sur les newsletters, c'est la noyade totale dans une approche programmatique classique, en disant que ce soit une bannière sur un site ou une bannière sur une newsletter, c'est tout pareil. Et là, donc, c'est pour ça que la notion de format et également de contexte de diffusion publicitaire est clé pour assurer l'engagement dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Donc, mais c'est un vrai danger. Ça peut tuer la newsletter à 5 ans si... parce que le réflexe de base, ça va être très simple. C'est on met une ligne programmatique newsletter dans mon achat via ma DSP. Point. Mais en tout cas, le conseil, c'est vérifier le contexte de diffusion et même pour les éditeurs, mettez le holà sur le programmatique sur la newsletter. Je le dis, alors qu'on est dans une émission qui s'appelle The Programmatic Society, j'ai aucun problème là-dessus. Très clairement, c'est peut-être la dernière pépite du digital, la newsletter. Donc, il ne faut pas la massacrer, quoi. Alors justement, j'ai vu, Jérôme, tout à l'heure, tu trépignais quand tu parlais des chiffres, puisqu'on va en arriver aux exemples des newsletters et des performances de ces newsletters, tant sur le plan business que sur le plan marketing. Assez rapidement, parce qu'on a tellement de choses à se dire sur le sujet qu'on a pris un peu de retard, mais assez rapidement, est-ce que tu as des exemples de newsletters performantes, tant sur le plan business que sur le plan marketing? Déjà, chez Prisma, on a 120 newsletters. On a 2 quotidiennes par marque et après, on a des thématiques donc, qui sont envoyées sur des rythmes hebdo, bi-hebdo, mensuels. Moi, je vais parler d'un exemple, c'est un de nos produits que j'adore qui s'appelle la newsletter sur mesure. Donc, c'est une newsletter qui est sur un gabarit, 50% d'articles qui sont des articles Prisma rédigés par notre rédaction et 50%, les 50% restants, c'est de la coproduction entre notre rédaction et le partenaire annonceur. Et ça permet justement une prise de parole immersive, donc très engageante. Et aussi, ça nous permet aussi de travailler avec le partenaire annonceur et de fournir à nos abonnés du contenu sur des thématiques dont on sait qu'ils ont une envie, un besoin, un souhait déjà exprimé auparavant. C'est du co-branding éditorialisé. Il y a une partie de co-branding effectivement dans ce produit. Il y a aussi un sponsoring aussi du produit. Donc c'est un produit qui est très intéressant. Et pour rebondir sur ce que tu disais, il y a aussi ces thématiques-là permettent justement, ce que tu disais, de toucher nos newsletters thématiques. Elles viennent d'une souscription aussi qui est liée. Donc la personne fait encore une fois cette démarche de dire je veux recevoir la newsletter Femme Actuelle mais minceur, je veux recevoir la newsletter Géo mais aventure. Donc là aussi quand l'annonceur va être exposé au sein de ces newsletters, il touche un cœur de cible hyper appétant et on en a déjà parlé, donc très engagé aussi dans sa consommation du contenu publicitaire. Merci Jérôme. De ton point de vue, Jean-Michel,
C'est quoi les newsletters? Est-ce que tu as des exemples de newsletters performants, tant sur un plan business que sur le plan marketing? Oui, je peux citer, alors peut-être sans citer les marques forcément, mais On peut, tu peux. on a typiquement des newsletters pour donner des périmètres différents. Des newsletters, on a une newsletter d'un pure player de l'information. Donc sur des cibles plutôt moins de 40 ans, mais assez, entre guillemets, assez branchées. Vraiment un pure player. Les chiffres, c'est un engagement de leurs abonnés avec des taux d'ouverture de newsletters qui sont de l'ordre de 44%, ce qui est... Je rappelle que le taux d'ouverture, s'il a changé, moi j'ai le taux d'ouverture année 2000. Comme c'est sur année, je sais pas, peut-être que j'aurai encore raison en 2021. Je crois que c'est 20% le taux d'ouverture moyen, c'est ça? 35 chez Prisma. Ouais. Bon, donc ça montre que quand c'est très bien ciblé, les taux d'ouverture dans les médias, Mmh. tu as une fourchette en général qui est entre 20 et 40% pour les newsletters très performantes comme celle de Prisma et celle du pure player, en l'occurrence c'est Slate. Qui a un taux d'ouverture de 44% et qui derrière génère, justement parce que des gens très engagés qui ouvrent la newsletter parce qu'ils l'attendent, génèrent des CPM publicitaires qui sont de l'ordre de 2,50 €. Alors que le CPM moyen aujourd'hui, il est de combien? 0,10 En display en display? 0,9. 0,9. Ouais, entre 50 et 90 centimes le mille. D'accord, il faut que je revienne sur le marché. Ok, Donc, Ça dépend des conditions de ciblage. Hein. Mais on est bon. d'accord. Ok, Donc 0,9. donc on est sur une newsletter qui fonctionne extrêmement bien d'un point de vue utilisateur, agrément de lecture, expérience, publicitaire également. Et par exemple, un acteur de la PQR qui lui a des taux d'ouverture similaires à ceux de Prisma, typiquement, à 35%, qui sont des très très bons taux d'ouverture, et qui a des taux de clic sur pub qui sont de l'ordre de 0,40. 0,40. En programmatique, On n'y est pas du tout. display, on est plutôt sur du 0,07. Voilà. Le message est passé. Mais on n'est pas sur du volume, on est sur du qualitatif. Il faut qu'on soit très clair. Je sais pas, je pose la question. Nous, on a certaines newsletters, on a plus de 400 000 abonnés. Ah ouais, d'accord, j'ai rien dit. Et Avec un taux d'ouverture à 35%, mais après, des taux aussi de clics, autant sur les articles que sur les pubs très élevés. Le rendement est très bon. Et d'un point de vue volumétrie publicitaire, parce que tu citais ça à juste titre, le marché du digital et de la publicité digitale, c'est un marché volumétrique. Mhm. La newsletter et l'agglomération des différentes audiences avec toutes ces nouvelles newsletters qui se créent, nous, à l'échelle de PowerSpace, c'est 1,3 milliard d'impressions par mois. Ok, Voilà. C'est très clair. Donc c'est aussi du volume, mais qui permet aussi de la qualité. Et qui permet énormément Et de de l'engagement. ciblage et de la gestion effectivement de capping, de cadres de diffusion, etc. Merci Ils ont Jean-Michel. 0,9, on est plutôt à 1,5-2 € du mille en programmatique pure. D'accord. 0,9, c'est quand c'est au cul du camion, on va dire. Alors justement, est-ce que, Pierre-Louis, puisque tu prends la parole, tu as des exemples très rapidement, parce qu'on est très très en retard, de newsletters performantes sur le plan marketing? Celle que je Et vois business la aussi. plus, mais on est assez aligné dessus, c'est TTSO évidemment, Bien sûr. la newsletter qui tombe du soir. Que j'ai découvert pendant Avec le un confinement. mode d'intégration, un modèle d'intégration publicitaire qui est extrêmement bien fait. Limite, on pense que c'est écrit par la rédaction, ce qui est peut-être le cas d'ailleurs, on ne sait pas. Super intégration, tout très bien pensé. Et le deuxième exemple on dérive un petit peu, mais les alertes. Bon, Le Monde a créé un truc qui s'appelle La Matinale, qui est en fait une agrégation des 5 ou 10 articles, on les choisit et voilà. Et ils font évidemment un push là-dessus en disant votre matinale a été uploadée ou a été téléchargée, vous pouvez y aller. Alors, c'est un espèce de nouveau produit mix entre la fabrication de son propre contenu dont tu parlais, par exemple, dans Femme Actuelle, Régime. Je sais pas Ouais, si c'est ça, minceur, beauté, pardon, voilà. Et puis, et la capacité en fait de se construire sa propre newsletter via une application ou un interfaçage X ou Y. Donc ça, c'est le deuxième exemple que je prendrais, c'est que la newsletter, je dis pas que ça va disparaître, bien loin de là, mais il y a des nouveaux modèles qui vont permettre à la volée de créer sa propre source d'information et de la réagréger. Alors il y a des trucs comme Flipboard et autres qui existent déjà. Donc Mais, devenir son propre directeur de la rédaction. Exactement, exactement. Quitte à ce qu'il y ait de la pub qui soit intégrée dedans d'ailleurs. Tout à fait. Merci Pierre-Louis. On en arrive à notre dernière question. En 3 mots. C'est quoi le futur de la newsletter, tant d'un point de vue business que d'un point de vue serviciel?
hyper-personnalisation. La newsletter, elle évolue aujourd'hui à la vitesse de l'intelligence artificielle. Moi, je l'ai dit, on a déjà des pavés dans nos newsletters. Demain, je pense que ça sera l'intégralité de la newsletter qui sera sur mesure suivant le comportemental précédent. Ensuite, il y a tout ce qui est ciblage contextuel. Effectivement, lancer plus de newsletters très thématiques peut être très intéressant. Et il y a le serviciel aussi. Nous, on va lancer là des newsletters. On vient de lancer la première newsletter Shopping Beauté. Donc, c'est des newsletters où on met en avant les meilleurs articles. Mais là, c'est toute marque Prisma confondue sur la thématique, plus des bons plans uniquement sur la thématique de la newsletter. Là, tu vas t'en donner à cœur joie sur ta newsletter sur mesure, là, 50%, 50%. Alors, elle est encore à part la newsletter shopping. Non, mais je veux dire en termes d'opportunités. Ah oui, tout à fait. C'est deux façons de travailler, deux produits qui vont fortement intéresser les annonceurs. Et la dernière, c'est celle que j'ai citée, c'est l'expertise avec 21 millions, la newsletter dédiée aux crypto-monnaies par Capital. Elle est payante. Et là, c'est déjà l'internaute achète ou de l'exclusivité sur le contenu ou de l'hyper-spécialisation. Et encore une fois, l'annonceur bénéficiera d'un cœur de cible hyper appétant à la problématique. Merci Jérôme. Jean-Michel, ton point de vue sur l'avenir de la newsletter, tant d'un point de vue business et serviciel, très rapidement. Très rapidement. Alors, très clairement, la dimension verticalisation, thématisation, segmentation des newsletters pour produire des nouvelles newsletters très, très affinitaires et très ciblées. Deuxième point, la personnalisation. Et là, je prends l'exemple de notre groupe. On a acheté une pépite qui s'appelle Mediego, qui est un outil de templating de newsletter hyper simple à utiliser, donc qui facilite la vie des éditeurs et qui a des algorithmes de personnalisation de contenu. Là, je rejoins Jérôme sur la dimension. On va envoyer, ce qu'on fait déjà avec des grands groupes de presse, essentiellement en PQR, à chaque abonné, une newsletter qui est personnalisée en fonction de sa navigation, etc. C'est également effectivement un développement vers des newsletters encore plus éditorialisés pour les journalistes, avec des briques qui permettent beaucoup plus de liberté dans l'éditorialisation et la simplicité d'utilisation. Et après, des newsletters du type content to commerce, parce qu'effectivement, c'est ce qui se développe de plus en plus. Et la dernière chose, on parlait tout à l'heure de time to sign off, on peut parler de brief me. Il y a aussi une tendance à la newsletter, le média étant la newsletter avec un abonnement premium, parce qu'il y a un travail journalistique très très spécifique, et crypto typiquement c'est ça. Merci Jean-Michel. Pierre-Louis, c'est pour toi le mot de la fin sur l'avenir de la newsletter. L'avenir de la newsletter passera par la connaissance de l'ID de l'individu, de façon à pouvoir, si c'est possible, de recroiser avec d'autres supports, et deux, pour prouver l'efficacité du support en lui-même. Et il n'y a plus de cookies, on a déjà parlé de tout ça. L'ID, et donc l'agrégation d'ID pour créer des cohortes. Le grand mot à la mode en ce moment, ce sont les cohortes. La newsletter, pour moi, est un outil énorme pour construire des vraies cohortes ultra qualitatives et voire nombreuses aussi. Ce n'est pas forcément 1200 individus. Je pense que la newsletter passera par... Enfin, l'avenir, une des routes, c'est ça, de façon à crédibiliser le support. Merci beaucoup Pierre-Louis. Merci beaucoup Jean-Michel. Merci Jérôme. Michel. On pourrait en parler pendant 3 heures. Je parlais tout à l'heure, je ne sais pas si c'est provocateur ou pas du tout, c'est juste une idée comme ça. Quand on dit quand j'ai essayé de dire que l'avenir de la presse, c'est peut-être la newsletter, on a donné beaucoup d'exemples qui démontrent que d'un point de vue éditorial, c'est un avantage indéniable, et d'un point de vue monétisation, c'est peut-être l'autoroute vers l'Eldorado. Qui sait, en tous les cas, si c'est bien segmenté, si c'est bien personnalisé, et si l'utilisateur a envie de s'engager. En tous les cas, merci beaucoup pour nous avoir éclairé sur un outil que j'adore, la newsletter. Merci. Merci à toi. Ainsi s'achève ce débat autour de la newsletter. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à OnePlus-X, Smile Wanted et Prisma Media pour leur soutien, ainsi qu'à notre partenaire média, Redcard. Partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme.
Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.